travaille dans la défense, on a 27 pays, 27 processus. On ne peut pas considérer qu'on va pouvoir lever, s'il le fallait, des armées qui, au niveau nombre et quantité d'hommes et de femmes, peut rivaliser avec les armées les plus puissantes et les plus nombreuses du monde. On parle souvent de mur de drones, c'est venu beaucoup récemment, des discussions au niveau de l'OTAN, des discussions aussi au niveau de l'Europe. Un mur de drones à l'est de l'Europe. Comment l'Europe et les démocraties européennes peuvent faire pour maintenir et garder leur souveraineté et leurs principes en 2030, 2040, 2050. Donc moi, je fais de l'IA depuis 25 ans. Donc je suis à la sortie de l'école, j'ai commencé à faire de l'IA et ça fait un moment. Nos limites, un podcast de Thomas Gauthier, produit par Logarithme. The growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Une enquête à bord du vaisseau Terre à la recherche d'un nouveau cap pour l'humanité. Nous sommes en train d'atteindre les limites planétaires, nous sommes en train de détruire ce qui nous permet de vivre. La modernité, c'est la vitesse. Et c'est vrai que ça va un peu vite. Enseignant-chercheur à EM Lyon Business School, Thomas va à la rencontre de celles et ceux qui explorent le futur et se remémorent l'histoire pour bâtir un monde habitable dès aujourd'hui. Antoine Borde est Chief Scientist de Helsing, une entreprise européenne spécialisée dans les applications de l'intelligence artificielle au secteur de la défense. Expert de renommée mondiale, il a passé 9 années à bâtir le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Meta, dont les 3 dernières en tant que co-directeur. Dans l'entretien à suivre, Antoine explore plusieurs pistes pour permettre à l'Europe de préserver sa souveraineté et ses principes démocratiques. À travers des notions clés telles que l'autonomie stratégique et le découragement algorithmique, il s'interroge à voix haute sur ce que signifie protéger des démocraties dans un monde de drones, de techniques de brouillage inédites et de cycles technologiques accélérés. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors ça y est, tu es face à l'oracle. Quelle question lui poses-tu ? Oui, la question que j'aimerais lui poser, ce serait comment l'Europe et les démocraties européennes peuvent faire pour maintenir et garder leur souveraineté et leurs principes en 2030, 2040, 2050. Si c'est un oracle, il peut voir plus loin que je peux voir. Je pense que cette question, elle est vraiment très très importante pour moi personnellement, mais aussi pour la trajectoire qu'on a, puisqu'en fait, derrière ça se cache aussi quels sont tous les efforts et tous les investissements et toutes les décisions qu'on doit prendre pour justement se permettre de maintenir, de si possible, solidifier le socle démocratique, en particulier de l'Europe. Je pense que c'est cette question que je poserais, puisque derrière ça, évidemment, donc je travaille chez Helsing, une entreprise européenne de défense. Et derrière ça, pour nous, il y a cette ambition d'être capable de proposer et de fournir des outils et des moyens pour affirmer la puissance européenne et surtout pour être capable de pouvoir être autodépendant et suffisant sur ces questions d'autonomie stratégique. Et je pense que notre vision, c'est que c'est le socle le plus important pour après construire le reste en termes d'autonomie énergétique, autonomie environnementale et aussi des pouvoirs politiques et influence politique mondiale. Voilà, donc c'est cette question que j'adorerais poser et potentiellement avoir une réponse. Bon, on va imaginer que cet oracle te pose à son tour, quelques questions. Il aimerait notamment que tu lui précises, de ton point de vue, sans être un chercheur en sciences politiques, tu n'as pas cette casquette-là. Qu'est-ce qu'une démocratie ? Je vais préciser ma question du point de vue de ta société, qui s'engage ou ne s'engage pas dans des relations partenariales, qui choisit ou non d'accepter une relation contractuelle avec un État, avec un client. Vous devez avoir d'une certaine manière votre propre définition, votre propre qualification d'une démocratie. Est-ce que, sans trahir un secret, tu peux nous dire ce qu'est pour toi, pour vous, une démocratie ? Oui, alors c'est une question qui est extrêmement importante pour notre entreprise, effectivement, dont la
devise est l'intelligence artificielle pour protéger les démocraties. Donc c'est vraiment très important pour nous d'avoir cette définition. Et pour décevoir l'oracle, en fait, on n'a pas une définition en une ligne. Et en fait, c'est ce qu'on explique beaucoup aussi à nos employés et quand on discute, même quand on recrute des employés, puisqu'ils viennent aussi beaucoup pour la mission. Donc en fait, la manière dont on aborde cette question de façon très ouverte en interne. Donc la manière dont on l'aborde, c'est plutôt vis-à-vis de facteurs extérieurs. Donc il y a plusieurs facteurs et des Democratic Index qui sont faits par des NGO et par des organisations. Donc on en sélectionne un certain nombre qu'on va croiser et qu'on va recouper, qui nous donnent des avis qu'on considère d'autorité sur, en fait, je dirais, la vitalité démocratique de certains pays. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir en gros 3 catégories de pays. Des pays qui sont très verts, très démocratiques. Des pays qui sont plutôt rouges, autocratiques et sans équivoque. Mais après, il y a beaucoup... ce qui est compliqué avec cette question, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont en fait dans la zone entre les deux. C'est-à-dire qui ont des principes démocratiques en termes d'élections libres, en termes de presse libre, mais qui, dans les faits, sont potentiellement peut-être un petit peu détournés de ça. Et au contraire, d'autres pays qui viennent en fait de régimes plutôt autocratiques, etc., mais qui sont dans une trajectoire ascendante vis-à-vis, encore une fois, liberté de la presse, opposants politiques, pluralisme des élections. Et donc en fait, cette question-là, voilà, la question quand on va en parler avec nos employés en interne, on va essayer d'expliquer, on va aussi travailler sur cette complexité et de le faire de façon assez ouverte aussi pour pas être... Vraiment, le pire, c'est de dire c'est blanc ou c'est noir, c'est démocratique ou ça l'est pas. Je pense que c'est pas la bonne réponse. La manière dont on l'aborde dans l'entreprise aussi, c'est qu'en fait, on va faire des workshops, des ateliers éthiques avec les employés, justement pour creuser avec eux, qui ne sont pas non plus des chercheurs en sciences politiques, la plupart, ces questions-là, prendre les points de vue, informer les décisions de l'entreprise et essayer aussi de voir un peu le ressenti aussi des employés vis-à-vis de ça. Donc c'est à peu près la manière dont on l'aborde, et après, on peut regarder, mais les critères qui se servent dans ces index de démocratie dont on sert au début, c'est ce que j'ai un peu dit, c'est est-ce qu'une élection peut changer le gouvernement, est-ce que la presse est libre, est-ce qu'il y a un pluripartisme, est-ce que les opposants politiques peuvent exprimer leur voix, ou est-ce qu'ils sont emprisonnés ou tués. Voilà. Il y a une autre notion que tu as abordée, tu as parlé d'autonomie. Tu as expliqué, je crois, qu'il existe finalement plusieurs formes d'autonomie, l'autonomie de défense, l'autonomie énergétique et probablement bien d'autres. Dans le domaine plus particulier de tes activités et celle de ta société, comment est-ce que l'on évalue, je dirais, le niveau d'autonomie technique que l'on propose à ses clients par rapport aux dépendances que l'on va finalement, dans certains cas, imposer à ses clients? Comment tu situes le curseur? Comment ça se passe pour un scientifique, pour un chercheur comme toi, comprendre où est le point entre l'autonomie et la dépendance? Ouais, c'est une question hyper importante et je pense qu'elle est hyper importante même d'un point de vue encore plus général. C'est-à-dire qu'en fait, si je reviens à la question originale que je voulais poser à l'oracle sur la manière pour l'Europe, potentiellement, d'être capable de protéger son système et potentiellement de se défendre, en fait, il y a un point il y a un mur qu'on a en face de nous, c'est le mur démographique, et je dirais même le mur culturel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas considérer qu'on va pouvoir lever, s'il le fallait, des armées qui, au niveau nombre et quantité d'hommes et de femmes, peut rivaliser avec les armées les plus puissantes et les plus nombreuses du monde, en particulier à l'est de l'Europe. Ça ne tient pas parce que la démographie ne nous y aide pas, et ça ne tient pas aussi parce que culturellement, on n'est pas prêt. Vraiment pas, en particulier plus on va à l'ouest de l'Europe, etc., parce que l'Europe est un pluralisme là-dessus, mais on n'est pas prêt non plus à envoyer tous nos enfants sur les drapeaux, c'est pas comme ça qu'on est. Donc en fait, la contrainte que ça impose, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut être capable de repousser un choc, ou je dirais, ce qu'on cherche à faire à Helsing, en général, c'est plutôt de décourager potentiellement des agressions. Tout l'enjeu, c'est de s'équiper pour qu'en fait, une agression devienne vraiment impossible ou complètement irrationnelle, et donc en fait, elle ne se passe pas, ce qui est un peu le principe d'équilibre stratégique en général. Dans ce cadre-là, et je vais venir à votre question, dans ce cadre-là, le point, c'est justement l'autonomie des systèmes. L'autonomie des systèmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la manière dont la guerre se développe depuis les
3, 5 dernières années, mais surtout depuis les 4 dernières années et la guerre en Ukraine, c'est qu'en fait, on voit l'arrivée de beaucoup de nouveaux systèmes. On parle beaucoup de la guerre des drones, mais en fait, c'est même plus général que ça. Des nouveaux systèmes qui sont robotiques, pas forcément très, très perfectionnés par rapport à ceux dont on avait l'habitude de travailler, ceux avec quoi on avait l'habitude de travailler. Par contre, qu'on peut produire en grande quantité. On parle de masse à bas coût, en général, puisqu'on peut en produire beaucoup et ils sont beaucoup moins chers que ce qu'on avait avant. L'enjeu avec ces systèmes-là, c'est que si jamais on ne leur donne pas des capacités d'autonomie, ils sont quasiment inertes. Si je prends l'exemple des drones, avec tous les brouillages qu'il y a sur le champ de bataille, etc., sans la capacité d'autonomie, et je vais donner un exemple très précis, le drone ne sert à rien. Le brouillage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un drone n'a pas accès aux satellites pour se repérer, et très potentiellement, dans la dernière zone, la zone la plus critique d'intervention, n'a pas accès à la liaison radio aussi pour voir les images du drone. Si on n'a pas accès à ça, un pilote ne peut pas se localiser vis-à-vis. Et quand on parle de drones qui font plusieurs centaines de kilomètres, ou plusieurs dizaines de kilomètres sur le front, c'est quand même très compliqué de se repérer juste avec des symboles. Donc là, l'IA peut apporter de l'aide, mais il faut de l'IA embarquée sur le drone qui est capable de dire en fait, je suis là alors que je n'ai pas accès au GPS. Et le deuxième point, c'est d'être capable, quand on a le brouillage à la fin, d'être capable d'effectuer la mission, même si on perd la liaison radio. Je prends cet exemple très concret parce qu'en fait, si jamais on enlève ces briques-là, encore une fois, on peut produire des millions de drones. Ils vont permettre aucun effet, aucun impact. Et si j'élargis un petit peu le spectre de ça, le paradigme dans lequel on va, dans ce paradigme de la masse à bas coût, c'est qu'en fait, sans autonomie, la masse à bas coût est complètement inerte. Donc en fait, il va falloir trouver un moyen de donner plus de marge de manœuvre et d'autonomie à ces systèmes pour qu'ils puissent effectuer les missions. Et la question centrale de ça, c'est quelle autonomie, donc comment est-ce qu'on l'acquiert, mais après aussi, quels sont les garde-fous humains qui permettent de contrôler cette masse avec d'autonomie. Donc voilà, donc en fait, on va se retrouver vers des systèmes hybrides avec des soldats en prise de décision, souvent à l'arrière, etc., qui vont contrôler ces masses de systèmes. Et là, pour l'instant, en Ukraine, c'est à peu près un humain pour un drone. Okay, dans les choses comme ça, en grosse approximation, c'est à peu près un humain pour un drone. Si jamais, encore une fois, pour revenir à ce que je disais, on va être capable d'absorber ce choc démographique, c'est plutôt du 1 pour 10, potentiellement. Et donc, en fait, ça voudrait dire qu'un humain peut contrôler 10 drones. Donc, ça veut dire que les drones doivent être capables de faire des choses sans que l'humain soit dessus. Et on est dans cette chose-là. Mais c'est un vecteur extrêmement essentiel. Et je pense que ça va être extrêmement essentiel dans notre souveraineté, puisque c'est ça qui va nous permettre d'être capable encore une fois, de décourager les puissances externes. Tu as employé donc 2 fois, si mes comptes sont exacts, le verbe décourager. Ouais. Je ne suis pas un expert militaire, mais ça me fait penser à un autre verbe, dissuader. Est-ce que le parallèle entre la dissuasion nucléaire et ce qui pourrait être, avec mes termes un peu naïfs, une dissuasion algorithmique a du sens, ce parallèle, ou c'est complètement une hallucination C'est une très bonne observation. J'utilise à propos le terme découragement et pas dissuasion, puisqu'en France, le terme dissuasion est fait pour la dissuasion nucléaire. Donc c'est vraiment un mot qui est très très spécifique. Mais si on était chez nos amis britanniques, ou chez nos amis allemands, ils utilisent le même mot. Donc en fait, ils vont parler de la même chose, mais en France, spécifiquement, je préfère utiliser le terme découragement parce que ça parle d'autre chose. Après, in fine, effectivement, l'enjeu de ça, c'est de créer ces nouveaux... On parle souvent de murs de drones, c'est venu beaucoup récemment, des discussions au niveau de l'OTAN, des discussions aussi au niveau de l'Europe. Un mur de drones à l'est de l'Europe. L'enjeu de ce mur de drones, c'est quoi? C'est d'être capable d'avoir des batteries qui vont faire qu'en fait, une invasion devient extrêmement, extrêmement coûteuse en matériel et en hommes, et donc on n'y va pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de dissuasion, ou plutôt de découragement en français. Donc oui, c'est vrai. Par contre, par rapport à la dissuasion nucléaire, il y a beaucoup de changements, parce que c'est beaucoup moins définitif, et je pense que les équipes sont quand même différents. Et après, il y a un enjeu qui est très important pour nous à Helsing, et qui en général est vraiment un changement aussi de la manière dont on aborde la défense maintenant, c'est la vitesse d'itération. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a des mises à jour pour les arsenaux nucléaires. D'ailleurs, je ne connais pas trop, je suis pas au fait de tout ça. Mais je suppose que c'est quand même sur plusieurs années ou plusieurs décennies qu'on va changer la manière de faire ça. Quand on parle de murs de drones, il faut voir que si on déployait 100 000 drones à la frontière finlandaise, polonaise, etc., dans 2 ans,
C'est plus les mêmes drones. C'est-à-dire que même dans un an. C'est-à-dire que ou alors c'est les mêmes drones, mais le software à l'intérieur est très différent. Les capacités de brouillage ont beaucoup évolué. Voilà. Donc en fait, il faut voir que ces nouveaux matériels, c'est du matériel. Donc c'est du métal, du plastique, des composants, mais qu'on doit être capable d'évoluer quasiment à la vitesse du logiciel. Et ça, c'est aussi très très difficile à faire, et très difficile à faire à l'échelle, et très difficile à faire aussi pour les armées ou les agences d'armement qui sont plutôt très douées, très bonnes pour des programmes à temps long, la dissuasion nucléaire, les sous-marins, l'avionique de chasse. Mais encore une fois, la façon de brouiller, là, depuis les drones sont apparus en Ukraine vraiment en masse il y a 2-3 ans. Il y a déjà 3-4 cycles de brouillage différents qui ont déjà eu lieu. D'accord ? Donc, au début, on pouvait un peu de perdre le GPS de temps en temps. Après, on le perd complètement. Après, on pouvait brouiller la vidéo, mais on pouvait aller avoir de la vidéo à bas débit. Après, on peut continuer. Voilà. Donc, en fait, tout ça évolue. Et donc, voilà. Donc, il faut qu'on soit capable de ça. Donc, cet découragement algorithmique, je pense que c'est plutôt un découragement qui est lié par la masse de ces nouveaux matériels, mais qui doit venir, en fait, avec une capacité de mettre à jour le logiciel quasiment tous les ans, comme un téléphone. Bon, alors l'oracle, on l'a un tout petit peu cuisiné. On a passé du temps ensemble sur le futur plus ou moins proche. Je te propose, comme le veut désormais la coutume, un détour par le passé. Tu es désormais archiviste. On oublie l'oracle. Selon toi, quel est l'événement clé, méconnu, voire même inconnu, qui a marqué l'histoire et dont les effets se font encore sentir aujourd'hui ? Du coup, j'ai choisi un moment auquel j'ai assisté, donc un peu lié à ma trajectoire personnelle, parce que j'avais le choix. Et donc, je me suis projeté en 2021, je pense que c'était. Donc, à l'époque, je travaillais pour Meta. Donc, j'étais en charge du laboratoire de recherche en IA qui s'appelle FAIR. Il s'appelle toujours FAIR. Et en fait, il y a un projet qu'on a annoncé, qu'on a sorti à ce moment-là, qui s'appelle Cicero. Et qui, je pense, est vraiment très fondateur dans beaucoup de choses qui arrivent maintenant. Cicero, c'était quoi ? C'était la première IA qui est capable de jouer et de battre des humains au jeu diplomatie. Donc le jeu diplomatie, qui n'est pas un jeu très 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 connu, à part si on est très fan de diplomatie ou de jeux de plateau, de jeux de stratégie. Le jeu diplomatie, c'est quoi ? Ça se passe dans le passé, où il y a, avant la Première Guerre mondiale, et il y a de mémoire 7 pays. Donc on peut jouer à 7, et chacun joue un des pays de l'arc géopolitique à ce moment-là. Et l'enjeu, donc c'est un peu comme un risque, qui est un petit peu plus connu, sauf que c'est dans un contexte historique plus fort, et on joue à tour de rôle. Donc tous les coups sont joués au même moment, donc tout le monde joue son coup au même moment. Et par contre, entre les tours, on a le droit de parler à ses joueurs, aux autres joueurs, soit en groupe, soit en privé, pour nouer des alliances, faire des plans, faire des stratégies communes. Si tu protèges cet endroit-là, du coup, je peux aller là, etc. Ce qui fait toute la saveur en fait du jeu, c'est vraiment la combinaison entre le raisonnement stratégique et la planification, et le langage et l'enjeu de coopération, persuasion, etc. Et donc pendant très longtemps, c'était considéré comme quelque chose de très difficile pour l'IA, puisque ça combinait ces deux choses. En 2021, on avait déjà les échecs, c'était fait depuis longtemps. On avait déjà fait le jeu de Go, qui était connu pendant très longtemps pour être un jeu en termes de stratégie pure très 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 dur. Diplomatie combinait un petit peu de ça, mais aussi avec l'enjeu et aussi avec la rationalité ou l'irrationalité des autres joueurs, et aussi les enjeux de la duperie et des choses comme ça. Donc voilà, donc ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'était effectivement un modèle qui était capable en gros de combiner. Alors c'était à l'époque où les grands modèles de langage LLM étaient encore petits, mais donc il y avait une combinaison de ça et d'un raisonnement stratégique de ça. Pourquoi j'ai choisi ce moment ? Parce que je pense que si on revient un petit peu à la question qui était avant, je pense que le futur, quand j'ai parlé beaucoup de cette autonomie de coopération, va se passer très très fortement vers une interaction très proche humain-machine, qui est un concept assez ancien, mais qui là va se retrouver avec des capacités de déployer, d'employer des stratégies dans lesquelles la machine a certaines capacités d'autonomie, comment les définir, et pour lesquelles on doit être capable de trouver les meilleures stratégies. Et donc, ce modèle-là était la première fois où je pense que donc, l'IA, en jouant, était capable de nouer des alliances pour être capable de battre les autres. Un dernier point sur diplomatie, pour les gens qui ne sont pas experts, c'est-à-dire que c'est très, 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 très difficile de gagner seul. Donc, la plupart du temps, la diplomatie, en fait, c'est une alliance qui va gagner. Et donc, en fait, y aller tout seul et en disant j'ignore tout le monde est quasiment impossible de gagner. Donc, il faut faire des alliances pour y arriver. Bon, là, tu parles de diplomatie à titre très personnel. Ça me rappelle de nombreuses nuits blanches, rue François Miron, chez un très bon ami ici dans le 4e arrondissement avec qui j'ai joué
diplomatie sans assistance à l'époque d'intelligence artificielle. C'était bien avant 2021. Maintenant, plus sérieusement, j'aime bien ce que tu dis sur le sujet de la coopération homme-machine. Ça me fait penser à cette anecdote selon laquelle Kasparov, quand il a perdu pour la première fois face à la machine, il n'a pas décidé d'arrêter de jouer aux échecs. Il a imaginé le jeu d'échecs d'après, qui serait un jeu collaboratif entre l'homme et la machine. On va se projeter finalement, certes, tu es archiviste, mais tu as cette expérience auprès de l'Oracle, donc tu peux nous parler aussi futur proche. Tu as la possibilité demain d'être le conseiller de synthèse, celui qui murmure à l'oreille des patrons du CAC 40, on va rester en France. Et tu es là pour les aider à justement saisir à leur échelle, dans leur fonction décisionnelle, dans leur fonction de négociation, tout le potentiel de l'IA. Comment tu les accultures? Par quelles étapes est-ce que tu leur suggères de passer pour mettre à jour quelque part leur logiciel décisionnel, leur routine décisionnelle? Tu as un rendez-vous, tu as quelques dizaines de minutes chaque jour peut-être avec eux où ils t'écoutent très attentivement, ils sont prêts vraiment à prendre tous tes conseils pour raisonner stratégiquement différemment. Comment tu les fais monter en compétences? C'est une sacrée question. Alors, j'espère que le taux horaire est à la hauteur. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que donc moi, je fais de l'IA depuis 25 ans. Donc, je suis à la sortie de l'école, j'ai commencé à faire de l'IA, ça fait un moment. Et en fait, j'ai encore de la difficulté à prédire où on va être à un horizon de 2-3 ans. Je pense que je peux le faire. Même la vue de l'accélération, peut-être aller à l'horizon d'1 an, ça devient difficile. Donc j'ai eu tort beaucoup de fois, j'ai pas honte de le dire, j'ai eu tort beaucoup de fois dans le passé sur ce que ça pouvait faire. Donc je suis assez prudent sur les conjectures. C'est pour ça que l'oracle est pratique, parce que je suis assez prudent sur les conjectures. Après, donc ce que je dirais, moi, c'est de regarder alors, c'est un petit peu les sous-jacents qui sont quand même à la fin toujours à peu près les mêmes. Les sous-jacents, quand on parle d'IA maintenant, c'est quoi? Alors, il y a les flux de capitaux, mais ce qu'on va regarder plus, c'est les flux d'énergie maintenant. Donc, en fait, c'est quand même ça maintenant les discussions. Donc, si jamais je suis un industriel du CAC 40 pour lequel, en fait, je veux investir massivement dans l'IA, il va falloir que je regarde aussi les dépendances énergétiques que ça peut amener. Si je suis un géant du CAC 40 de l'énergie, je vais regarder ce à quoi les dépendances de l'IA peuvent faire. Voilà. Donc, je pense que l'énergie est surtout en France, où pour le coup, c'est un domaine sur lequel on est plutôt en avance. On est même en surproduction, ce qui est quand même actuellement, ce qui est quand même plutôt un atout, surtout en décarboné. Donc, je pense finalement, l'IA revient beaucoup des mouvements de discussion qu'on a en ce moment reviennent finalement beaucoup à des questions d'énergie de plus en plus. Énergie décarbonée, énergie électrique, etc. Ça va être, je pense, un premier point à regarder de très proche. Le deuxième, ça va être, encore une fois, très matériel. Ça va être les matériaux, les terres rares. Donc, on parle beaucoup des semi-conducteurs. Et donc, les semi-conducteurs, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder de très près. Il y a en gros 2 catégories pour l'IA, encore une fois, à gros traits. Il y a les cartes et les semi-conducteurs qui permettent l'apprentissage des gros modèles, qui sont faits exclusivement par NVIDIA, quasiment. Maintenant, AMD en fait mieux, mais beaucoup. NVIDIA, quand même, qui est devenue l'entreprise la plus chère du monde grâce à ça. Donc, il y a ces cartes-là, donc, où le jeu est quand même très verrouillé. Okay, donc, il faut l'accepter. Je veux dire, si je suis un truc CAC 40, c'est la donne aujourd'hui. Donc, il y a des alternatives à AMD, mais il y a quand même... Donc, comment est-ce que je travaille avec NVIDIA? En tout cas, c'est des choses à regarder, c'est sûr. Par contre, le jeu est beaucoup plus ouvert sur les cartes embarquées, qui sont les cartes qui permettent de faire tourner les modèles d'IA, en particulier quand on veut que le modèle d'IA soit en local sur la machine, sur le drone, sur le téléphone, sur la voiture, sur la machine à laver, quoi qu'elle soit. Celui-là, le jeu est beaucoup plus ouvert parce qu'on peut faire beaucoup plus de processeurs qui sont spécialisés à la tâche. Et aussi, c'est des processeurs qui sont quand même moins spécifiques que pour l'apprentissage. Donc, je regarderai aussi beaucoup les nouvelles boîtes qui sont capables de faire des processeurs. Et là, il y a plus de pluralisme en Europe pour être capable de faire ces processeurs localement. Mais c'est quasiment une filière à recréer. Donc, je les encouragerai à regarder cette filière et potentiellement l'accompagner. Puisque ça peut faire... Il y a toujours une dépendance vis-à-vis de l'apprentissage des modèles sur un côté, mais quand le modèle est appris, après, en fait, je peux quand même être beaucoup plus indépendant sur le déploiement et l'utilisation, etc. Donc, c'est le deuxième point que je regarderai beaucoup. Après, le troisième point, c'est sur l'enjeu de l'évolution de la capacité des modèles eux-mêmes. Claude 4, 5, 6, 7, GPT 4, 5, 6, 7, 8, Gemini, etc. Le chat, Mistral 3, Mistral 4, etc. Ça, je pense que c'est le plus dur à suivre. Et je pense que c'est là où
le développement est assez difficile à suivre, puisqu'en fait les capacités augmentent. Est-ce qu'elles augmentent aussi vite qu'on croit? Comment on mesure ça? Donc là, je pense que ça serait plutôt de regarder des manières, en tout cas sur l'adoption en interne, si je suis un grand groupe, dont je peux mesurer potentiellement retour sur investissement, productivité, et pas essayer de me tromper avec des fausses KPI. J'ai déployé Copilot à 60 000 employés, donc j'ai gagné, alors qu'en fait, il ne s'est rien passé de plus utile que de payer des licences Microsoft un peu plus chères pour pouvoir juste dire que j'ai déployé l'IA à 60 000 employés. Voilà, donc je pense que ça serait à regarder de façon assez critique les gains de productivité avec les IA d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est la plus incertaine. Les 2 points d'avant, matériaux, semi-conducteurs et énergie, ils sont là pour rester et ça va être vraiment des guides stratégiques hyper importants. Donc là, tu as répondu au-delà de mes espérances sur la dimension entreprise, donc comment l'entreprise peut s'engager dans des investissements, dans un recours systématique et intelligent à des solutions IA, quelles qu'elles soient. Je reviens juste un instant sur ce dirigeant, cette dirigeante fictionnelle. J'ai la possibilité, tiens, pourquoi pas, de regarder son agenda Outlook. Donc je vois exactement ce à quoi cette personne occupe son temps du lundi, vraisemblablement jusqu'au dimanche inclus. Qu'est-ce que je devrais voir dans son agenda qui me montrerait comment cette dirigeante utilise des solutions d'IA pour affiner son jugement à elle? Là, je parle vraiment juste cette dirigeante, pas, l'entreprise dans son ensemble, mais cette dirigeante qui doit faire des choix, qui a des décisions à prendre probablement plusieurs fois par jour. Quelle forme de schéma décisionnel cette dirigeante pourrait essayer d'adopter pour prendre des meilleures décisions? Comment est-ce qu'elle va pouvoir individuellement avoir un jugement stratégique, puisqu'en fait, l'art du dirigeant, c'est l'art du jugement. En fait, c'est l'art de donner du sens à des informations qui paraissaient peut-être marginales. C'est l'art de voir à travers le brouillard, à travers des informations qui sont toujours plus nombreuses et peut-être toujours plus insignifiantes. Comment est-ce que cette dirigeante va pouvoir, à l'instar d'un Kasparov qui s'est sublimé quelque part en tant que joueur d'échecs, en faisant alliance avec la machine, comment la dirigeante de demain fait alliance individuellement avec la puissance algorithmique? Franchement, c'est une excellente question à laquelle je ne pense pas que j'ai une réponse hyper claire. Donc, je préfère l'avouer. Parce que, pourquoi c'est pas clair? Parce qu'il y a nous, la manière dont on l'aborde à Helsing de façon interne beaucoup, c'est vraiment d'investir massivement dans les outils et vraiment de pousser l'adoption de ces outils. Alors nous, on a beaucoup de contraintes de sécurité, donc en fait, il faut qu'on fasse beaucoup de choses spécifiques. Mais quand on l'a fait, on va vraiment pousser et quasiment regarder, en fait, encore une fois, ça revient beaucoup à l'énergie, au compute, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable... Donc ça, mais c'est pas individuel, hein, mais c'est en fait à quel point, en fait, pour ce type d'outils, est-ce qu'on dépense de plus en plus d'énergie. Énergie dépensée ne veut pas dire retour sur investissement nécessairement, mais en termes d'adoption, c'est... Donc vraiment, de regarder ça vraiment comme une métrique, parce que on pense qu'en fait, nous, on a beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de software engineers en particulier qui font beaucoup de code, et on pense quand même que c'est quand même en train de changer le jeu. Donc ça, c'est au niveau équipe macro. Au niveau du dirigeant ou de la dirigeante elle-même, j'aimerais savoir. Franchement, j'aimerais savoir parce qu'en fait, il y a l'enjeu d'utiliser les outils eux-mêmes pour affiner les raisonnements, effectivement. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait 2 heures par semaine pour essayer de faire un résumé, des meeting notes pour regarder un petit peu? Oui, mais est-ce que c'est le bon critère? Je suis même pas sûr que ça soit ça. Est-ce que c'est plutôt s'assurer que tous les conseillers du board, toute l'équipe soit utilisé ça pour qu'en fait ça soit synthétisé? Je pense qu'en fait, on est complètement en train de le définir. Et je pense que la réalité dans 6 mois sera encore différente. Donc, demandons à l'oracle, plutôt. Ou alors à un thésard. Ou alors un thésard qui travaille sur ça, tout à fait. On arrive à la 3e et dernière partie de l'entretien. Bon, tu as été archiviste, tu vas être maintenant acupuncteur. Ouais, c'est fait. La question est longue. Selon toi, quelle décision, quelle action, quelle intervention précise, crédible et peut-être insoupçonnée pourrait aujourd'hui finalement nous permettre à tous de poursuivre aussi paisiblement que possible notre voyage à bord du vaisseau Terre? Il y a une petite dose de poésie, mais un acupuncteur reste un acupuncteur. Tu as une aiguille dans la main, tu la plantes où dans le vaste système
humain, relation entre l'humain et son environnement, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je pense qu'il faut une vraie Europe de la défense. Donc je la pointe là. Ça date quasiment de la construction européenne. Les premiers plans de la construction européenne, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, en ont parlé. Donc voilà, donc il y a pas beaucoup de poésie dans ma réponse, mais je pense qu'il y a c'est assez fil rouge avec les réponses que j'ai données avant. Je pense que là, pour l'instant, 27 pays. Pour la défense, donc il y a des initiatives qui vont en ce sens-là, de plus en plus vis-à-vis du climat géopolitique des 2-3 dernières années. Ça va vers là, mais pour l'instant, quand même, quand on travaille dans la défense, on a 27 pays, 27 processus. Et encore une fois, c'est des choses qui sont très, très nationales. Alors, il y a beaucoup d'histoires pour ça, et c'est un sujet compliqué, mais quand je parlais tout à l'heure du mur de drones à l'est de l'Europe pour potentiellement décourager une invasion, c'est quand même un projet qui est fondamentalement européen. Je veux dire, si on demande aux Finlandais d'acheter leurs drones, puis on demande aux Polonais d'acheter leurs drones, puis on demande aux autres pays d'acheter leurs drones, etc., ça va être morcelé, ça va être quelle base industrielle, quelle montée en capitaux aussi, quelle montée en cadence, etc. Si l'Europe dit « OK, j'en achète 100 000 », pas que Helsinki, ils peuvent en acheter à qui ils veulent. Mais évidemment, carnet de commandes, nouveaux acteurs, on peut monter, c'est des choses qui sont je dirais pas qu'elles sont pas compliquées. Je veux dire, mais elles sont pas non plus. On n'est pas en train de créer un programme nucléaire commun. Et néanmoins, ça changerait beaucoup la donne. Je pense que ça changerait beaucoup la donne aussi au signal qui est envoyé à l'extérieur, parce que quand on est capable de faire preuve d'unité et de puissance d'unité en Europe, je pense qu'en fait ça impacte, quoi qu'on en pense. Et dans l'histoire, quand les Européens se sont mis ensemble pour faire un programme spatial, on a quand même pris un leadership. Quand on s'est mis ensemble pour faire une monnaie, il y a quand même eu beaucoup de débats pour dire que c'était pas la bonne idée. Je pense qu'on est quand même assez satisfait à certains niveaux. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a eu plus d'unité, malgré les climats, on a quand même pu affirmer plus de puissance, plus d'autonomie et donc même plus d'impact en dehors de nos frontières. Je veux dire, c'est aussi ça derrière. Quand je parlais de la protection des démocraties européennes, c'est évidemment pour nous les valeurs dans lesquelles on est, pour qu'on travaille, mais c'est qu'en fait, on pense que c'est un modèle qui est quand même sur les valeurs et les équilibres qu'il maintient, est quand même un modèle qui est plutôt pas mal, même s'il y a des imperfections, qui est quand même plutôt pas mal. Et donc, évidemment, si on est capable de protéger et puis de le renforcer l'autre, idéalement, on peut potentiellement influencer d'autres. Donc, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, pousser le curseur sur l'Europe de la défense, être plus ambitieux sur ce qu'on est capable de faire ça, potentiellement mettre plus de budget à l'Europe de la défense, quitte à ce qu'un frais, il y a des mécanismes à ce que l'Europe préachète certains matériels et après que les pays les achètent eux-mêmes. Donc, ça veut dire parce que je pense que ce qui est compliqué, encore une fois, et qui va être plus compliqué, c'est les enjeux d'autonomie stratégique au niveau de l'Europe. Donc, pour l'instant, les pays sont coincés, ou pas coincés, en tout cas, c'est comme ça, entre eux-mêmes et l'OTAN. Donc, on a ces deux vecteurs. Donc, l'Europe, en fait, est un petit peu une zone entre les deux. La France n'a jamais été très OTAN dans la manière de stratégie, beaucoup plus national au niveau de la stratégie. Plutôt à l'est de l'Europe, on a été beaucoup plus OTAN historiquement pour ça. Donc voilà. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à insérer l'Europe là-dedans? Je pense qu'au début, ça peut déjà être un enjeu de mutualiser les investissements, mutualiser les achats, quitte à ce que les pays rachètent ou prennent les matériels et l'utilisent avec leur propre doctrine, sans qu'on ait à faire tout le travail de doctrine commune, etc., qui, à mon avis, doit aussi venir, mais prend plus de temps. Donc voilà. Donc moi, c'est là que j'appuierai avec mon aiguille d'acupuncteur. Bon, je vais rebondir dans ces cas-là à cette Europe de la défense. C'est un projet qui serait éminemment politique. Les projets politiques, c'est des projets qui nécessitent de pouvoir s'appuyer sur des imaginaires qui sont forts, sur des imaginaires qui sont partagés. La question que je me pose, c'est les différents progrès technologiques incroyables dont tu nous as parlé. Ta société est à l'origine de certains d'entre eux. Est-ce que ces progrès techniques ont le potentiel de susciter un imaginaire peut-être nouveau, suffisamment puissant pour rendre possible cette Europe de la défense? Est-ce qu'on est en train ou pas, selon toi, au plan technologique, de passer d'un état d'un imaginaire technologique vers un nouvel imaginaire technologique? Tu as employé des expressions qui sont assez finalement nouvelles et inédites. Quand tu parles de mur de drone, quand tu parles de découragement algorithmique, c'est des termes qui n'existaient pas tout simplement parce que techniquement, on ne pouvait même pas se les représenter. Donc, est-ce qu'on a une sorte de saut technique qui est en cours et qui pourrait être l'un des propulseurs finalement de cette Europe de la défense? Alors, les sauts techniques, oui. Sur l'intelligence artificielle, encore une fois,
encore à voir le saut jusqu'où. Donc c'est là où je pense que je ne veux pas trop faire de prédictions. Le saut technique dont on n'a pas trop parlé, on en a parlé un peu par les drones, mais plus généralement, c'est le saut technique robotique, qui est en gros l'arrivée de l'intelligence artificielle et de l'autonomie dans le monde physique. Donc on va beaucoup pour les drones, mais en fait, il y a beaucoup d'autres plateformes robotiques qui avancent très très vite aussi dans leur développement. Là où j'aimerais bien qu'on soit plus présent en tant qu'Européens, c'est aussi de recapturer un petit peu cet imaginaire technologique. Donc je pense que en particulier vis-à-vis des Américains, chez qui j'ai travaillé pendant 10 ans, donc j'ai beaucoup d'acquaintances avec ces entreprises américaines et j'ai aucun problème avec ce que j'ai fait. Néanmoins, beaucoup de l'imaginaire technologique dont vous parlez et qu'on projette est quand même façonné, drivé, influencé, même sans parler de la technologie elle-même, mais le futur par beaucoup certaines entreprises, en gros la Silicon Valley, quoi, pour être clair. Et je dirais même la Chine, qui est très forte technologique, je dirais, suit quand même plus ou moins cet imaginaire, même si je pense que ça va être intéressant de savoir comment ils sont capables de... Ils sont en train de rattraper au niveau technologique, mais ils n'ont peut-être pas encore rattrapé au niveau de la projection, de l'imaginaire, de cette vision d'un futur technologique, qui est quand même drivé par voilà, aller sur Mars, moteur électrique, implants neuronaux, transhumanisme, vivre plus longue, etc. Voilà, je pense que du coup, ça nous emprisonne un petit peu dans la manière dont on voit les futurs technologiques, qui est quand même un petit peu dictée et guidée par ça, parce que... le soft power américain est très fort. La science-fiction, les films, les séries, c'est quand même beaucoup ça, en fait, qui influence ça. Et je pense qu'on n'a pas, en Europe, été capable, en tout cas pour l'instant, d'influencer et de projeter ça, alors qu'il y a des visions qui peuvent être alternatives de la manière dont le faire, dans l'intégration avec le vivant, dans l'intégration avec même la conquête spatiale. Pourquoi Mars nécessairement, et pourquoi on devrait suivre les pas d'Elon Musk pour aller à Mars. C'est ça. Donc... pourquoi c'est la meilleure alternative, il y a d'autres choses. Donc voilà, donc c'est ça que j'aimerais faire. Enfin, c'est pas que je pense qu'il serait intéressant de faire, c'est dire en fait qu'est-ce que c'est que les alternatives, parce que le futur technologique, il va arriver, il est déjà en train d'arriver, donc je pense pas qu'on va dire ah oui, est-ce qu'il y a plus de technologie ou moins de technologie, parce que la direction est assez claire. Par contre, pour aller où et pour faire quoi et comment est-ce qu'elle se matine avec ça, je pense qu'il peut potentiellement avoir de la place, au moins même si on n'est pas encore capable d'avoir toutes les briques du hardware, de au moins projeter sur des imaginaires différents. Et ça peut aussi relier au projet de dire, voilà, en Europe, on croit à la technologie, on croit au progrès, on y croit comme ça et pas comme si. Voilà, des projets médicaux. On a beaucoup de startups en France et en Europe qui sont très en pointe en fait sur les nouveaux programmes médicaux sur ça. Donc ça se trouve c'est ça, mais c'est pas forcément le transhumanisme non plus de vivre à 150 ans en mangeant que des graines. Je veux dire, donc il y a des choses comme ça. Le low power, la frugalité. Enfin, je vais pas faire toute la liste, mais je pense qu'on peut le faire sans être forcément écrasé par le fait qu'il faut des clusters à 500 000 GPU qui prennent un réacteur nucléaire pour marcher, pour pouvoir être capable de faire une IA qui va être capable de recopier Wikipédia de façon no woke. Voilà. C'est un peu ça, en fait, quand on regarde un petit peu, quand on analyse les choses. Et je pense qu'il y a des alternatives différentes. Là, ce que tu viens de dire, je crois que ça reconnecte avec quelque chose que tu as dit beaucoup plus tôt dans la conversation au sujet des principes européens qui sont peut-être effectivement à dissocier de principes, disons, américains. Est-ce que toi, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans les réseaux que tu fréquentes, tu constates déjà des signes de construction collective de ces imaginaires technologiques alternatifs? Est-ce que tu as vu dans ta pratique, des contacts établis entre des acteurs de la technologie, peut-être avec des acteurs des arts et de la culture qui agissent très très fort évidemment sur les imaginaires. On a bien en tête l'association Silicon Valley Hollywood côté américain. Qu'est-ce que toi tu constates en Europe pour produire des imaginaires de manière volontariste? Je pense qu'il y a des bribes, mais je dirais pas que j'ai constaté beaucoup d'exemples. J'ai pas envie d'être exhaustif sur les choses et j'ai pas fait non plus de recherche exhaustive, donc j'ai pas envie de dire que ça existe pas. Je souhaite qu'il y en ait plus, ça c'est sûr. Par contre, ce que j'ai vu, ce que je vois encore, c'est deux choses. C'est que donc Helsing est une entreprise foncièrement européenne qui a été fondée en Allemagne, mais très rapidement aussi avec des filiales au Royaume-Uni et en France. Donc Europe plutôt géographique que politique. Mais maintenant avec
des bureaux aussi en Espagne, en Suède, en Ukraine, en Estonie, en Pologne. J'espère que je n'en oublie pas. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que et la plupart de nos employés sont européens de facto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a cette vision, et tout le monde vient pour la même mission, en fait, qui est cet enjeu dont on a parlé un petit peu. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même cette force européenne. Et je vois la complémentarité aussi. C'est-à-dire que... et c'est pour ça que je trouve qu'il y a tellement d'occasions manquées, ou en tout cas de potentiel à exploiter. Les Estoniens, c'est un pays fantastique en termes d'innovation technologique. Je veux dire, c'est un petit pays, mais ils ont fait plein de boîtes. Bolt ou Wise, anciennement TransferWise, c'est des entreprises énormes qui viennent d'Estonie, un tout petit pays. C'est peut-être fait partie des entreprises technologiques qui viennent d'Europe nouvelles, qui sont les plus grosses. Ils ont cet ADN-là. En France, on a cet ADN, on a un réservoir de talent très, très important, on a une base industrielle qui est capable de projeter ça. Comment on combine ça? L'Espagne a un terrain d'électronique encore assez fort, qu'en France, on a perdu, en tout cas pour la grande part, mais on ne l'a pas perdu en Europe. Donc, et je peux continuer, je ne vais pas faire les 27 pays. Mais donc comment est-ce qu'on arrive en fait à fédérer ces énergies pour essayer de le rendre? Je pense qu'il y a tellement d'atouts que des fois c'est un petit peu frustrant de voir qu'on n'est pas capable pas capable de les fédérer. Donc ça je le vois. Et la deuxième chose que je vois, c'est quand même, donc ça c'est plutôt géographique. Après dans le temps, c'est quand même les événements récents géopolitiques, je dirais depuis 4 ans, en gros, font quand même que cet esprit bon an, mal an, en fait, le fait que l'Europe doit quand même être plus puissante et se faire là, ça s'incarne plus. Et moi, ça s'incarne plus dans les gens auxquels je parle, que j'essaie de recruter. La plupart des ingénieurs qu'on a à Helsing ne viennent pas de la défense, ils viennent de la tech. Et en fait, il y a 3-4 ans, quand je leur parlais, c'était plutôt Antoine, je trouve que c'est super ce que tu fais, mais c'est pas pour moi. Et là maintenant c'est beaucoup plus comment je peux aider, quoi, parce que les gens sentent qu'il y a besoin. Voilà, donc ça il y a quand même donc je pense que c'est des signaux faibles qui vont vers quelque chose, en tout cas à certains niveaux de plus cohérent, mais il y a encore beaucoup de travail. J'ai une dernière question qui n'était pas tout à fait au programme, on a quelques minutes encore devant nous, ça concerne ta trajectoire individuelle. Donc on oublie l'entreprise, on oublie l'Europe, on oublie les grands imaginaires collectifs. Tu nous as rapidement partagé que tu avais passé 10 années aux États-Unis, tu as une longue carrière déjà de chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle. À quoi est-ce que tu as dû renoncer pour quitter les États-Unis et prendre la position que tu occupes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette nouvelle position que tu n'avais peut-être pas auparavant? Et puis, pour paraphraser Comte Sponville, le philosophe, raconte-nous un instant comment tu penses ta vie et comment tu vis ta pensée. Bravo, okay. C'est la question bonus, effectivement. Cadeau. Pour être plus précis sur le truc, en fait, j'ai travaillé 9 ans pour Meta, donc entreprise américaine. Après, la moitié du temps, j'étais à Paris, et la moitié du temps, j'étais à New York. Donc, j'ai pas passé 10 ans, j'ai passé moins. Donc, pour être plus précis. Et pendant que j'étais à Meta, j'étais déjà revenu en France pour prendre en charge les opérations européennes. Donc, en fait, pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu un déracinement américain. Quand j'ai quitté Meta, ça s'est fait en fait en 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a une fois, en fait, en Meta, où je suis revenu en Europe, et d'Europe, j'ai dirigé les opérations IA globales, d'ailleurs. Donc là, la raison était familiale, pour des raisons que je ne donnerai pas, mais il y a quand même un enjeu familial, pas forcément culturel, mais familial. Donc ça, c'était le premier choix. Le deuxième choix, de quitter Meta pour aller dans ce projet Helsing. Helsing était beaucoup plus petit à l'époque. Là, c'était une quête je vais pas dire une quête de sens, mais en tout cas, c'était un enjeu d'alignement. J'avais des collègues qui sont aussi partis de Meta après, une collègue avec qui je travaillais beaucoup qui me disait la dissonance cognitive devient un petit peu trop forte. Là, je pense qu'il faut que je me réaligne sur certaines choses. Je pense qu'il y a ça. Voilà, chacun a son chemin, et ça a été ça. Et je pense que à Helsing, il y avait la promesse de faire une entreprise technologique de défense. Pour moi, ce qui m'a attiré dans cette entreprise-là, c'est 2 points. C'est j'en ai parlé beaucoup, mais il y a un ADN très européen, et je trouvais qu'un projet qui essaye vraiment de prendre l'Europe en tant que valeur fondatrice et pas en tant que contrainte de dire oh là là, il va falloir se taper 27 marchés, était intéressant en termes de propositions. En tout cas, je leur ai dit
bon les gars, chapeau d'essayer, je vais vous aider un petit peu. Et 2, il y avait cet enjeu de vraiment ambition technologique, de dire non, on va pas juste faire un truc qui peut marchoter un peu pour essayer de gratter. Non, on va faire une vision technologique qui peut être et qui va être rivalisée, qui va être avec la meilleure technologie mondiale. Ça, c'est ce qu'on cherche, et ça. Et donc, pour revenir à la question, il y a un enjeu souvent quand on quitte ces entreprises américaines, en tout cas, c'est ce qu'ils vont dire, c'est aussi, bon, good for you, mais bon, là, du coup, tu vas travailler un peu dans la deuxième division. Tu vois, si tu veux être dans le top de là où on fait sur l'IA, en gros, c'est chez nous. Si tu vas à côté, enfin, on comprend Family First, etc. Mais bon, c'est un petit peu, tu vois, un petit peu sur la voie de décélération. Et encore une fois, sans forcément des mauvais sentiments, c'est juste un peu comme ça. Il y a quand même un peu une arrogance technologique. Après, pour être clair, ils vont quand même très très vite et ils sont très bons. Donc il y a quelques éléments vrais. Mais voilà, de trouver des projets aussi en Europe, je parle de nous pas mal, mais avec Mistral ou avec des boîtes comme Gradium, Eleven Labs, etc. Il y a quand même des boîtes qui ont un cœur IA, qui sont technologiquement et même au niveau de ce qu'on parle souvent de densité de talent, c'est-à-dire la qualité des équipes intrinsèques, ressemble beaucoup à ça. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment non plus de dire, OK, je vais travailler dans une entreprise qui a beaucoup moins d'ambition, mais bon, je le fais parce que je veux rester en France. Donc ça, c'est bien. Il faut plus le faire, mais il y a quand même un petit peu cet enjeu de dire, OK, qu'est-ce que je vais trouver parce que il y a ça, voilà. Et après, la citation, c'était comment est-ce que toi, tu penses ta vie et vis ta pensée? Comment est-ce que tu alignes? Mais je pense que tu as répondu déjà par petites touches en impressionniste à cette formule. Non, j'essaie d'aligner vers... c'est un peu la conclusion de ce que j'ai dit dans les points d'avant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des sujets très structurants pour notre présent et notre futur, et j'essaie de m'aligner à ces structures-là. Voilà. Dans ce podcast, il est beaucoup de questions de limites. Cet entretien aussi a une limite. Ça y est, on y est. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de No Limites, produit par Logarithme. L'ensemble des épisodes est disponible sur toutes les plateformes et sur le site atelier au singulier, desfuturs au pluriel.org. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt!